Bonjour amis de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane. Merci d'être avec nous encore ce week-end pour de nouvelles informations. Je vais vous remercier, pour ceux qui habitent la Martinique, d'être venus aussi nombreux aux 2 conférences du professeur Joyeux. Je dis très nombreux, parce que le lundi soir, c'était 800 personnes dans la salle de Cancarbé, sans compter ceux qui étaient dehors, qui ont rouspété, malheureusement, pour des raisons de sécurité, n'avons pas pu les faire rentrer. Et le mercredi soir, c'était encore 800 personnes, conférence sur le cancer, qui avait beaucoup de succès. Et là, nous avons pris la décision à un certain moment de mettre des haut-parleurs dehors, parce qu'il y avait à peu près 300 personnes dehors qui attendaient, de façon à satisfaire tout le monde. Il a pu, comme en fonction du temps qui nous était imparti, répondre à quelques questions. Naturellement, 800 personnes dans une salle, 800 personnes ne peuvent pas poser des questions, mais les questions étaient intéressantes et ces personnes ont reçu des réponses à leurs demandes. Aujourd'hui, je vais recevoir une femme. Vous voyez, depuis quelque temps, hein, je reçois pas mal de femmes. Hein. Ça change un peu de tous ces bonhommes un peu avec la voix grave. Alors, une femme qui a une particularité, comme toutes celles que... Mais elle n'est pas médecin, mais elle fait ce qu'on appelle la psychogénéalogie. Qu'est-ce que c'est que la psychogénéalogie? Plein de choses que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques années, quand je vivais encore en France, et j'avais été interpellé par un livre qui s'appelait « Aïe, aïe, mes aïeux ». Et quand je vous dis... Pour moi, c'était la base de la psychogénéalogie. Et tout à l'heure, quand mon invité arrive, je la vois arriver avec ce livre à la main. Bonjour Marie-Claire Laline. Bonjour Monsieur Jean-Marie. Ça va bien? Très bien. Ça va bien se passer? Oui. Ouais. Alors, Marie-Claire Laline fait de la psychogénéalogie, elle va nous indiquer ce que c'est. Alors, moi, je l'ai repéré dans un article dans un des journaux de la Martinique, et elle définit la psychogénéalogie comme l'approche de l'être humain qui permet de se redéfinir par l'étude de son histoire familiale. Donc on n'est pas tout seul concerné, il y a toute la famille qui est concernée. Et puis c'est une analyse de son arbre généalogique qui permet de trouver ou retrouver sa place au sein de son cercle familial, de faire des choix en pleine conscience, vous allez nous indiquer ce que c'est que la pleine conscience, et non plus réaliser des rêves, ambitions non accomplies de ses proches ou reproduire leur scénario de vie. Vous savez, tous ces parents qui n'ont pas pu faire du sport et qui poussent leurs enfants à faire du 100 mètres, ou bien qui n'ont pas pu faire du piano, qui poussent leurs enfants à faire du piano, alors que ça ne les intéresse pas souvent. Hein. Donc, essayer à travers leurs enfants, de réaliser leurs ambitions, quelquefois, ce n'est pas la bonne solution. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que si les personnes doivent choisir eux-mêmes leur propre destinée. Alors, la psychogénéalogie, c'est mettre en lumière toute sa généalogie, c'est-à-dire aller au-delà de sa carte d'identité. Découvrir ce qui a pu se passer dans son histoire familiale, hein, alors faire des recherches plus approfondies dans son arbre généalogique. Alors ça se passe comment? Alors l'outil que je vais utiliser, c'est le génosociogramme. Le génosociogramme, c'est-à-dire c'est une sorte d'arbre généalogique, mais plus approfondi. C'est-à-dire on va mettre en lumière la date de naissance, la date de décès, la date de mariage, la date de divorce, les événements qui ont pu se passer dans la famille, les petites histoires qu'il y a pu y avoir chez les cousins, cousines, voilà, qui forment notre histoire. Et les pathologies aussi? Les pathologies surtout, puisque ça s'est transmis également. Bon, tout ça mis en lumière, bien souvent les personnes disent, bon voilà, je ne m'attendais pas à ce que, ben voilà, mon cousin, j'ai appris que mon cousin avait le même métier que moi, j'ai une cousine qui habite en métropole qui fait également le même métier que moi, et là on se rend compte que ces personnes-là sont en lien. Alors en lien, alors les liens qui sont faits sur le génosociogramme, c'est bien souvent les liens alors il y a plusieurs formes de transmission, j'avais déjà en parlé d'avance. Alors les transmissions qui sont faites,
c'est d'abord la transmission de parents à enfants. Alors la transmission de parents à enfants, il faut savoir qu'au départ, quand deux personnes se rencontrent, ils ne se rencontrent pas par hasard. Voilà. Ça veut dire que quand ils se rencontrent, ils ont la même histoire dans chacun des clans. Et ils se rencontrent, donc ils décident à ce moment-là de se mettre en couple, de faire un enfant. Et dans ce projet-là, ils vont mettre des intentions. Voilà, donc on va mettre des intentions. Alors, la transmission se fait chez l'enfant 1 an avant la naissance, un an avant la conception. L'enfant n'est même pas encore conçu, qu'on lui transmet déjà un message. Ensuite, pendant la conception, pendant la grossesse et jusqu'à 3 ans. C'est-à-dire entre 1 an avant et 3 ans de l'enfant. Tout ce qui va être fait dans cette période-là va constituer le début de la vie de l'enfant, peu importe la chose. Il peut y avoir des drames, il peut y avoir des décès, il peut y avoir toutes sortes de choses. Donc l'enfant va déjà avoir sa première valise. Donc au départ, c'est son premier bagage. Je vous donne un exemple. Vous avez une femme qui décide qui dit au départ, 1 an avant à la conception de l'enfant, elle dit, si j'ai un enfant, je ne vais pas le garder parce que je n'ai pas envie d'avoir un enfant maintenant. Je voudrais avoir un enfant vers 30 ans, mais pas tout de suite. Ok? Donc, l'information est enregistrée. Elle tombe enceinte 1 an ou 9 mois après, hein, voilà. L'enfant arrive. Donc, elle est conseillée par les parents, la famille et tout autre. Et on lui dit finalement, vas-y, garde ton enfant, on ne sait pas. Bon, finalement, elle garde. L'information qui a été transmise avant est déjà enregistrée chez l'enfant. Donc, l'enfant va naître avec un problème de rejet. On n'a pas voulu de moi. Je n'ai pas été désirée. Donc, ce problème de rejet, il va le masquer toute sa vie en fuyant les autres, en se sentant toujours en retrait. Voilà. Donc, vous voyez déjà, ça c'est le premier bagage. Il y a aussi le fait, un autre exemple, une mère qui décide de faire un enfant alors qu'elle sait au départ qu'elle va l'élever seule. Elle se dit, voilà, bon ben tant pis, si je fais un enfant, quoi qu'il arrive, je suis prête à assumer, je vais élever mon enfant seule. Donc elle va s'arranger automatiquement pour que l'homme s'en aille, puisque c'est sa décision. L'enfant, l'information est aussi enregistrée, même si elle change d'avis à l'accouchement, hein, l'information est enregistrée. Ça peut se passer aussi pendant la grossesse, hein, ce qui est dit, ce qui est, voilà. Donc, peu importe le moment où, entre la période que je vous ai indiquée tout à l'heure, entre cette période-là, à partir du moment que l'information est enregistrée, l'enfant le prend pour acquis, voilà. Donc, cet enfant qui va naître va porter une dette d'otage. Alors otage, ça veut dire qu'il va se sentir en permanence en insécurité, il ne se sentira pas bien, il va toujours être là en train de regarder par-dessus ses épaules. Voilà, donc ça c'est la première valise que l'on transmet à l'enfant. La deuxième valise, c'est la transmission qui est faite par les ancêtres. Alors, c'est comme s'il y avait des choses qui étaient faites à une certaine période et qu'on essaie de le transmettre, qu'on ne peut pas le dire, qu'on ne peut pas l'inscrire quelque part, ni en parler, mais qu'on le transmet d'une autre manière. Donc on va le transmettre par le prénom. On va le transmettre par la date de naissance, par la date de décès, par la date de mariage, la date de divorce, et l'enfant qui va venir par la profession également, hein, la profession et bien d'autres choses. Donc l'enfant qui va venir naître à ce moment-là, à la date de l'événement
ou qui va porter le nom de cette personne-là, parce que bien souvent on ne sait pas dans l'arbre généalogique qui a eu tel ou tel prénom. Donc on va le donner. Pour nous, on choisit le prénom, voilà, j'ai choisi tel ou tel prénom, et un deuxième prénom, le plus souvent c'est le deuxième prénom qui est le plus important. Parce qu'à l'époque, ça s'appelait des prénoms cachés. Donc on donnait le prénom qu'on pensait avoir choisi soi-même, et ensuite on donnait 2 ou 3 prénoms. Il y en avait 2 ou 3, il y a des personnes qui ont au moins 3 prénoms. Donc on choisissait les prénoms, donc on pouvait mettre en deuxième prénom, je vais donner le prénom de ma grand-mère, je vais donner le prénom de tonton et tel, ou je vais donner le prénom de la marraine, puisqu'elle avait souhaité donner pour ne pas faire de jaloux, en pensant ne pas faire de jaloux, on va donner à ce moment-là ces prénoms-là. Donc l'enfant est déjà en lien avec ces personnes. Donc il va être amené à, bon, si c'est des bonnes choses, c'est très bien, parce qu'on ne transmet pas uniquement des mauvaises choses, on transmet des dons, on transmet des savoirs, on transmet des métiers. Il y a des personnes qui arrivent à faire des métiers sans même avoir appris. Et s'ils recherchent bien dans leur généalogie, ils vont trouver que, bah tiens, je ne savais pas que j'avais un grand-père qui était cultivateur ou qui était menuisier. Ils pensent, eux, avoir choisi. Donc, le travail que je suis amenée à faire, c'est les personnes qui viennent me voir, qui rencontrent à un moment donné une situation où ils ont déjà cherché diverses solutions et qu'ils n'en ont pas trouvé. Donc, je vais analyser avec eux leur arbre généalogique, c'est-à-dire travailler sur ce qu'ils savent. Bien souvent, des personnes me disent « Ah, mais je ne sais pas, je n'ai pas toutes mes dates » ou je n'ai pas toutes mes informations, je ne sais pas si on peut me les donner, ou voilà. Donc là aussi, on se cherche aussi des excuses pour dire non, j'ai envie de savoir, mais j'ai pas envie, j'ai envie quand même de rester fidèle à la famille, de ne, ce qui ne doit pas être dit, eh ben, on va le laisser comme ça. Alors il y a des... Alors il y a aussi les transmissions, comme je vous ai dit, par le numéro de fratrie, donc premier, deuxième, troisième. Vous avez le premier de la fratrie qui est le roi. Donc c'est lui qui va s'occuper des terres, des terrains, qui sera en relation avec le 4e, le 7e et le 10e enfant. Donc on ne va pas tout détailler aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de renseignements à donner. Vous avez le deuxième qui est le guerrier. Donc c'est celui qui va être amené... être fort, hein, combatif, celui qui va être plus souvent à l'extérieur de la famille, et voire même quelquefois, d'après toutes les analyses que j'ai pu faire, qui se met hors du clan. C'est-à-dire qu'il va être, pour X raisons, quitter la famille, être ailleurs. Dire voilà, bon, ben, je ne fais pas partie de cette famille-là, je les connais, mais bon, voilà. D'après toutes les analyses que j'ai pu faire, vous avez aussi le spirituel. Donc le spirituel, c'est le gentil, c'est celui qui aime bien rendre service, celui qui aime bien l'église, qui aime bien la religion, qui est très donnant. Voilà, on va le repérer tout de suite dans la famille, et puis souvent maman chouchoute parce que bon, bah, c'est celui qu'on préfère, c'est le plus sage. Est-ce que je peux vous interrompre quelques minutes? C'est très intéressant, vous avez vu, je vous écoute religieusement. Oui. Mais est-ce que, vous parlez de la fratrie, mais si jamais la fratrie se limite à 2 enfants, est-ce que l'analyse est changée? L'analyse ne change pas. Non, parce que tout à l'heure vous disiez que le premier c'était le roi, le deuxième, le cadet, c'était le guerrier, mais quand vous dites ça, vous parlez de ceux qui viennent après. Et s'il n'y en a pas après? S'il n'y en a pas, ça ne change pas. Vous êtes le premier et vous avez un frère qui est le deuxième. Non, donc celui-là, alors voilà. Lequel sera gentil alors? Alors, il n'y aura pas de gentil. Dans la génération suivante. Ah d'accord, dans la génération suivante. Dans la génération suivante. Quand je dis gentil, c'est juste pour formuler, c'est dire, bon, le spirituel, c'est celui qui va être plus aidant, plus voilà. Non, parce que vous avez dans les familles un deuxième qui peut être gentil, spirituel, fréquentant d'une religion, enfin je sais pas moi, ça arrive souvent ça. Alors ce qui arrive aussi, c'est... Non, s'il l'est, c'est qu'il n'est pas à sa place. Alors je vais vous expliquer. S'il l'est, c'est qu'il n'est pas à sa place. Ouais. Donc,
Vous avez, j'ai une cliente, par exemple, qui m'appelle et qui me dit, voilà, j'aimerais bien que tu étudies pour moi, voilà, parce que j'ai des soucis. Je vais quitter bientôt mon travail et j'ai toujours voulu faire du théâtre et c'est ce que j'ai envie de faire. Mais j'ai du mal à me décider. J'ai déjà fait beaucoup d'emplois et j'aimerais bien pouvoir savoir si ce que je vais faire est bien en accord avec ma vie. Donc je lui dis d'accord. Donc je lui pose quelques questions pour connaître bien sa position. Donc je lui pose quelques questions. Elle me dit, moi j'aime bien tout ce qui est église, j'aime bien, quand j'étais petite, j'aimais bien me balader dans les cimetières, j'aime bien les cantes, j'aime bien... Je lui dis, bon, alors là on a déjà un souci. Donc d'après ce qu'elle me dit, pourquoi le souci? Parce qu'elle me dit qu'elle est fille unique. J'allais vous poser la question, parce que un enfant unique, est-ce que cet enfant unique va porter la charge? Non, elle est fille unique. Elle me dit être fille unique. Donc je lui dis, d'après les renseignements qu'elle me donne, vous ne pouvez pas être fille unique. Elle me dit, oui, j'en suis sûre. Ma mère, je suis très bien avec elle. Si elle avait eu d'autres enfants avant moi, elle me l'aurait dit. J'ai dit, écoutez, moi je vous dis que vous ne l'êtes pas. Donc posez la question à votre mère et à ce moment-là, vous me rappelez. Elle me rappelle le lendemain, vous avez raison, je ne suis pas fille unique, ma mère a perdu un enfant avant moi. Alors je lui dis oui, d'accord, mais le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas. Vous êtes troisième. Elle me dit, mais oui, mais ça y est, je lui ai demandé, elle m'a bien dit qu'elle a réfléchi, elle m'a dit oui, un avortement. Elle revient, elle a bien, j'ai dit, écoutez, insistez bien, parce que vous lui expliquez à votre mère que c'est important, parce que ne pas positionner, quelqu'un qui n'est pas à sa place n'arrive pas non plus à se positionner au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau de sa vie. Il va être constamment, il ne va pas se sentir à sa place nulle part. Donc il va avoir du mal à prendre des décisions. Donc à ce moment-là, il y retourne. Et sa mère lui dit, effectivement, j'ai bien réfléchi, j'en ai fait 2. Et là, elle était toute contente. Oui, parce que c'est pas qu'elle ne voulait pas le dire, c'est-à-dire elle avait enlevé cette information-là de sa mémoire, peut-être, hein, et qu'elle n'a pas envie de le dire. Donc elle n'arrivait pas à se repositionner. Et je vous dis qu'elle a 50 ans. Je comprends. Alors je vais vous poser une autre question. Oui. Là, vous parlez de la filiation par la mère. Est-ce que vous tenez compte de la filiation par le père? Parce que tout à l'heure, quand vous avez dit qu'elle n'était pas à sa place et qu'elle était fille unique, le père pouvait avoir d'autres enfants aussi. Oui, alors dans ce cas-là, le père n'en avait pas. Ouais, le père n'en avait pas. Il n'avait pas du tout. Parce que quand c'est le père qui en a et que la mère a fait des avortements, comment vous le calculez? Oui, là aussi ça joue beaucoup. Donc il y a des informations qu'on ne sait pas, mais par rapport au caractère de l'enfant, par rapport à la situation de l'enfant, on peut voir si, même si l'information n'est pas dite, ça va être inscrit. S'il veut absolument devenir directeur, il veut diriger une société et qu'il n'y arrive pas, c'est qu'il manque une information quelque part. Si c'est pas la mère, c'est chez le père. Voilà, donc par exemple, alors je vous donne un exemple, l'enfant de remplacement. Hein. L'enfant de remplacement, c'est la mère qui va, pour bien montrer les conséquences que ça peut avoir, la mère va soit perdre un enfant en bas âge, parce que c'est pas toujours un avortement, hein, va perdre un enfant en bas âge, un enfant mort-né, ça peut être un IVG, une fausse couche, peu importe. Donc il va manquer cet enfant-là, donc l'enfant n'est pas là. Elle vient par la suite faire un autre enfant. L'enfant qui va arriver, elle va le considérer comme le premier. Donc elle va le considérer comme le premier. Cet enfant, elle va le chouchouter, puisque sachant qu'elle a perdu celui d'avant, donc elle va prendre des précautions, elle va le chouchouter, bien materner. Et donc cet enfant, ne sachant pas qu'il est
numéro 2, va essayer de fonctionner comme un numéro 1. Ouais. Il n'a pas l'information. Sa mère ne lui a pas dit. Et il va tenter de faire des actions comme devenir chef, être directeur de société, créer sa propre entreprise, et il n'y arrivera pas. Alors, vous pensez que seuls les aînés sont capables de faire des choses comme ça? Chaque personne est désignée dans la famille, donc il y a chaque personne... Non, mais vous pensez qu'un cadet ne peut pas diriger une entreprise? Il peut le faire. Bon, ça dépend. Là, c'est complexe. Ça dépend ce qui lui a été transmis. Si dans une société, le père était déjà dirigeant de société, c'est déjà son métier. Son arrière-grand-père était déjà dans la branche. Il peut très bien avoir été. Souvent, s'il est en lien avec ce parent-là. Ouais, souvent, ça arrive que dans une famille, ce soit le dernier petit. Oui. Qui prenne la succession du père pour la gestion des affaires. Ça dépend quel lien qu'il a. Ça dépend le lien de fraternité. Est-ce qu'il a eu un lien par le prénom? Est-ce qu'il est en lien par la date de naissance? Ça, il faut regarder. Ça veut dire que le prénom aussi joue un rôle important. Oui, toujours. Il y a aussi parce que bien souvent, on veut céder la société à un membre de sa famille, mais il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas en lien pour ça, il n'est pas fait pour ça. C'est pour ça que il n'est pas exclu que l'aîné, le cadet, le troisième ne soit pas choisi. Non, c'est pas exclu. Donc il y a plusieurs paramètres. Voilà. Il y a plusieurs paramètres. Ça dépend des liens qu'il a. Comme vous me disiez tout à l'heure, il peut être en lien par la date de naissance. Il peut être en lien par le prénom, par le numéro de fratrie. Donc ce qui compte dans l'histoire, c'est le lien. Qu'est-ce qui nous a été transmis et à qui ça a été transmis. Là, vous êtes en train de bousculer plein de choses. Là. Les gens sont en train de vous écouter. Je vous oui, mais ça, je le sais. Ça, je le sais. Je sais. Moi, là où mon plaisir, c'est de pouvoir apporter des réponses aux personnes. De leur dire, bon voilà, vous cherchez telle solution, voilà, le problème il est là. N'allez pas chercher plus loin. Un enfant bien souvent il y a des parents qui arrivent qui me disent, Madame Aline, mon fils a un problème, je vous l'emmène. Oui, je reste parler plus souvent avec la mère qu'avec l'enfant. Oui, parce que c'est elle qui a l'information. C'est elle qui a l'information. Et bien souvent, elle ressent déjà le problème qu'a l'enfant, puisque ça lui a déjà été transmis, donc elle appréhende. Vous avez une maman qui me dit, par exemple, je suis bouleversée parce que ma fille a 16 ans et elle est enceinte. Ah oui, ça ne va pas, vous vous rendez compte, la honte sur la famille, elle n'est pas mariée, je ne sais pas comment elle va faire, c'est pas pour assumer. Et là, en faisant sa généalogie, je lui dis, mais non, regardez dans votre histoire, elle n'a pas fait l'enfant à 16 ans par hasard, regardez dans votre histoire. Qui c'est qui a eu l'enfant à 16 ans? Qui est-ce qui lui a transmis cette information-là? Tu vas faire ton enfant à 16 ans. Peut-être que si elle l'avait fait à 30 ans, elle ne l'aurait pas eu. Ou alors, il y a peut-être aussi des personnes qui insistent dans le fait, bon, je ne vais pas m'étaler trop là-dessus, de ne pas avoir d'enfants. Ils n'ont pas d'enfants. Simplement peut-être parce que les personnes avec qui ils sont en lien, l'information est transmise, fais attention, j'en ai eu beaucoup. Alors soit j'en ai eu beaucoup, c'était terrible, surtout n'en fais pas parce que tu n'arriveras pas à t'en sortir, soit l'information qui est passée, ne fais pas parce que ça a été très douloureux pour moi, j'ai eu beaucoup de soucis. Donc l'information passe automatiquement par les liens que je vous ai cités. Bon. Quand vous parlez de ça, on a parlé beaucoup de société, mais est-ce que le choix d'une profession peut être lié à cela? Ah oui. Donc, parce que vous avez des familles de médecins. Ah oui. Mais vraiment, quand je dis des familles de médecins, le grand-père était médecin, le père médecin, les enfants médecins, comme si c'était une chose qui était transmise d'office. Oui. Mais quelquefois, ça n'est pas du tout transmis. C'est-à-dire que les enfants, le grand-père peut l'être, le père peut l'être, et les enfants font tout à fait autre chose. Alors, je vous explique. Alors, il arrive que, comme vous dites, vous avez un grand-père qui est médecin. L'enfant qu'il va avoir va le suivre, parce que surtout à l'époque,
Si on était médecin, on tenait absolument à ce que son fils le soit. Arrivé à la génération suivante, l'autre il dit ah non, moi j'ai pas envie d'être comme mon père. J'ai envie moi d'être mécanicien parce que j'ai un copain là-bas que j'ai bien aimé comment il maniait les outils. J'aurais voulu être mécanicien. Donc il va choisir son métier contre l'avis de ses parents. Donc il va faire le contraire de ce qu'a fait son père. Donc faire le contraire de ce qu'a fait son père, son enfant à lui va devenir médecin, il sera chirurgien ou il sera autre chose, il va reprendre ce que le père n'a pas fait. Donc on veut toujours essayer de dire bon, ma mère a fait ça, je n'ai pas envie de faire la même chose, je vais faire le contraire. Mais l'enfant qui vient après va faire ce que la grand-mère a fait. Et ça se vérifie, ça? Ah oui. Ah oui, je vous assure que ça se vérifie. Alors, si votre fille ne fait pas de psychogénéalogie, il y a de fortes chances que de petits enfants fassent de la psychogénéalogie. Ah oui. Oui. Quelle histoire? Ah, toute une histoire. C'est passionnant et je pense que c'est très utile. Enfin, très utile parce que si ce travail-là n'est pas fait, on ne peut pas se projeter en avant. On ne peut pas se dire, bon, vous voudrez mieux savoir d'où on vient pour savoir où on va. Ça veut dire qu'il y a plein d'échecs dans la vie qui sont liés strictement à ne pas savoir où on se trouve. Oui. Il y a, par exemple, je vous donne d'autres exemples, vous avez des personnes qui disent, bon, je ne sais pas, j'ai une bonne situation, j'ai un bon job, j'ai une grande maison et je n'arrive pas à trouver de compagnon. Je n'arrive pas à me marier, je n'arrive pas à me stabiliser. Et là, mais c'est terrible, hein, quand la personne arrive là, c'est pour vous dire que j'arrive à un point à me poser des questions. Donc, à 18 ans, on se dit, bon, on a le temps. À 20 ans, on se dit qu'on a le temps. À 30 ans, on se dit, oh là c'est voilà. Et à 40 ans, on se dit, non, il y a un problème. Et là, en étudiant le génie sociogramme de la personne que je reçois, je vais découvrir, mais non, soit la maman, elle n'a pas été mariée, ou alors elle a vécu son divorce très très mal, ou elle a été une femme battue et qu'elle transmet l'information. Attention ma fille, si tu arrives à venir te greffer sur ma date de naissance ou mon prénom ou ma date de conception, peu importe laquelle, surtout ne fais pas comme moi. Ne te mets pas en ménage parce que le divorce a été douloureux, parce que voilà, ça n'a pas été bien pour moi. Ça peut être. Alors, je parle que jusque-là que des choses qui sont négatives, mais il y a des bonnes choses. Il y a des personnes qui arrivent à être mariées pendant 50 ans et on leur demande mais comment vous faites comment vous faites? Vous êtes mariés depuis tout ça de temps? Ben non, vous donnez-nous la recette. La recette, elle est là. Quand on cherche, on trouve des personnes qui ont été mariées. Bon, là, il faut avoir de la patience. Alors, quand les couples durent longtemps, c'est la psychogénéalogie peut l'expliquer. Ça peut l'expliquer, oui. Parce qu'il suffit de... L'histoire, elle est là. Hein. C'est parce qu'on la cherche pas. Ce sont des gens qui étaient faits l'un pour l'autre, ils étaient destinés l'un à l'autre. Oui, c'est-à-dire il y a aussi l'histoire des parents avant. Donc, ils sont destinés, ils ont fait des choix. Alors, vous avez dit un mot extraordinaire. La destinée, vous pensez à ça. Ils sont destinés à se rencontrer. Ah oui, c'est sûr, parce qu'en analysant, c'est comme un miroir, on va choisir son miroir. Vous pouvez, dans n'importe quel pays, quel que soit l'endroit, vous allez choisir votre miroir. Vous pensez qu'on a un chemin de vie et qu'on est obligatoirement dessus? Oui, j'y pense. Alors il y a Einstein qui a dit que le hasard, c'est quand Dieu se promène dans l'anonymat. Alors pour les gens qui croient en Dieu, c'est extraordinaire. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, ça paraît un peu difficile. Alors, c'est là que l'étude de l'arbre généalogique est importante, parce que des personnes qui vont vous dire oh, alors j'ai pu entendre diverses choses, comme bon, je ne vais pas aller déterrer les morts, à quoi ça me sert? Voilà, jusqu'au jour où ils vont rencontrer peut-être un souci et qu'ils vont se dire peut-être là c'est pas normal. Tout est écrit dans la généalogie. Vous avez les dates, vous pouvez vérifier par vous-même, vous avez les prénoms. Vous avez toutes les informations qui est mise à plat. Donc c'est pas de l'invention, c'est pas de la magie, tout est là. Donc il n'y a qu'à vérifier. Et bien souvent, alors ce qui peut poser
souci, bon, ça peut se voir aussi même à travers un prénom, hein. Ce qui peut poser souci, c'est quand les familles se taisent. Ah, mais c'est les secrets de famille. Les secrets de famille, c'est ce qu'il y a le plus... En Martinique en particulier, il y en a beaucoup. C'est ce qu'il y a le plus terrible. Alors, il faut que les familles sachent qu'on ne... Je sais que c'est difficile parce que ça dépend des secrets. Il y a des choses qu'on a plus ou moins honte. C'est le membre de la famille qui a fait de la prison, le vol, le viol, les divorces, parce qu'à l'époque, être divorcé, c'était terrible. Bon, c'était encore moins dangereux, voilà. Les parents qui ont été des femmes battues. Voilà. Donc, quand on le sait et quand la personne le sait, il peut, du moins, même s'il n'a pas étudié sa généalogie, au moins l'éviter. Ou me dire, attends, mais bon, ça a été comme ça, je vais essayer d'éviter, je vais essayer de ne pas me mettre en situation. Mais bon, ça n'explique pas non plus que si c'est transmis, la personne, si c'est pas nettoyé, c'est pas réglé. Ce qui est transmis est obligatoirement, va laisser une empreinte et ça risque d'arriver. Ah oui, c'est transmis. La personne va chercher, quelquefois, se mettre en situation pour... Alors, est-ce que la place de la fratrie est importante, mais est-ce qu'être une femme ou un homme, ça a aussi son importance? Est-ce que ça change quelque chose? Être une femme ou un homme, c'est-à-dire... C'est-à-dire que là, on est en train de parler d'histoire de mère qui a engendré, mais la position du bonhomme, là, est-ce que son... C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Mais l'information, enfin, parce que l'information est mixte. Non, parce que l'information est mixte. L'information est mixte, tout à fait. Les mêmes problèmes peuvent atteindre la femme que l'homme, oui, voilà. Tout à fait. Il n'y a pas si c'est masculin ou féminin. Ouais. Ce qui est important, parce que bien souvent, on va aussi donner les prénoms d'hommes. Les prénoms d'hommes à des filles. À des filles. C'est arrivé après la guerre. Voilà, les prénoms d'hommes à des filles. Donc la transmission est faite, comme je vous ai dit, aussi par les prénoms. Voilà. Donc il y a le cas aussi où on peut étudier la personne qui va porter un prénom asexué comme Pascal, par exemple, si c'est une fille qui s'appelle Pascal, l'information qui est transmise à ce moment-là, c'est que le père désirait un garçon. C'est pas parce que c'est un prénom qui lui plaît. Non, c'est parce qu'il désirait un garçon. Donc, en posant la question tout simplement, hein, c'est pas de poser la question au moment où je suis née, est-ce que tu voulais un garçon ou une fille? Il va se dire peut-être qu'il ne se rappelle pas. Mais n'oubliez pas que, comme je vous ai dit, 1 an avant, peut-être qu'il a changé d'avis au moment de la conception, au moment de la grossesse, mais l'information était déjà enregistrée. L'enfant va porter le prénom. Voilà, bon, c'est arrivé, je pensais Pascal, mais ce sera Pascal. Alors, en médecine, maintenant, il y a des thèses qui sont avancées, que je partage, hein, ça s'appelle l'épigénétique, c'est-à-dire que le gène n'est pas seul responsable de la transmission, il y a l'environnement qui est important. Oui. Et cette épigénétique est admise maintenant partout, et même en pédiatrie, puisqu'il y a un professeur de Marseille qui dit des choses intéressantes. Il dit, nous ne savions pas, avec beaucoup d'humilité, c'était assez extraordinaire, mais les 1000 premiers jours de l'enfant, alors il est plus restrictif que vous, parce que c'est un scientifique, donc il se base sur des données scientifiques. Il dit que les 1000 premiers jours sont importants, de la conception jusqu'à la première année, et le comportement des parents, au moment de la conception, va déterminer les pathologies futures. Tout à fait. Alors, c'est pas très loin de ce que vous dites, mais sur des bases scientifiques, on parle de pathologie. Hein, c'est-à-dire l'obésité peut être déterminée rien qu'au moment de la conception, le diabète, l'hypertension, tout cela peut être déterminé à ce moment-là. Mais, alors, ça, la pathologie, c'est quelque chose qui est inscrit dans le corps avec une expression. Mais ce que vous dites, c'est plus subtil. Vous êtes en train de dire que le fait qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas d'un enfant, qu'on le manifeste, est inscrit en quelque part, et la réalisation sera là. L'intention que les parents mettent. Vous pouvez avoir des enfants qui soient violents et les parents se sont peut-être battus pendant la grossesse. Vous me faites penser brusquement à un extrait de Saint Jean, je ne dis pas du tout un exégète de la Bible, et la parole s'y fait chair. Il dit ça. Oui. Dans l'évangile de Saint Jean, il y a cette phrase-là, et la parole s'est fait chair. Et quand je vous entends, ça me fait un peu penser un peu à ça. Oui, tout à fait. C'est à la limite,
À la limite, non, il faudrait faire attention à tout ce que l'on dit. Ah oui, surtout tout ce qu'on nous dit, l'enfant, il l'enregistre. Et il le prend pour... Et surtout, si ce n'est pas vrai, si l'information est fausse, que ça soit vrai ou faux, l'enfant enregistre cette information-là et le garde. Alors si nous revenions un petit peu sur les secrets de famille, en Martinique, il y en a beaucoup, en Guadeloupe aussi, enfin, dans toutes dans nos îles où les rencontres diverses, il y a eu beaucoup de ménages matrifocaux, les pères ont fait des enfants, sont partis, les enfants n'ont pas porté leur nom. Alors on va se retrouver avec des frères et sœurs qui portent des noms différents, avec les risques de rencontre. Oui. C'est déjà arrivé en Martinique. Ah oui, je se rends compte parce que c'est pour cela que j'insiste sur le fait de rechercher son histoire, puisque en recherchant dernièrement, en faisant une recherche pour une de mes clientes, je pense qu'elle ne le sait pas encore, j'ai trouvé des sœurs et frères qui ont été mariés. Des sœurs et frères. Des sœurs et des frères. Et alors, qu'est-ce que ça peut donner? Enfin, je peux expliquer, bon, alors l'inceste. Oui, alors, voilà. En dehors de cette lourdeur qu'est l'inceste, mais voilà. Après, sur le vie au quotidien, puisque tout est inconscient, est-ce que cet inconscient va leur jouer des tours? Ben, étant donné que tout est transmis, oui. Mais bon, comme je vous ai dit, il n'y a pas uniquement des mauvaises choses. Hein. On va parler que des mauvaises. Bon, on en parle parce que les gens rencontrent actuellement beaucoup de difficultés, mais il y a beaucoup de bonnes choses qui sont transmises. Oui, parce qu'on parle de mauvaises choses, parce que les gens qui viennent vous voir sont en difficulté. Les gens qui sont bien, ils ne vont pas venir vous voir. Oui, voilà. Mais là, vous êtes en train de dire qu'il faudrait peut-être qu'ils viennent vous voir. Enfin, ceux qui le souhaitent. Ceux qui le souhaitent, très certainement. Ceux qui le souhaitent, bien sûr, oui. Pardon, parce que savoir, ça peut être quelque chose d'intéressant pour un accompagnement. Alors, pour demain. Pour ceux qui désirent faire une recherche par eux-mêmes, alors je conseillerais surtout d'être patient de le faire. On a du temps pour regarder un film, on a du temps pour se balader. Je pense que connaître son histoire est très important, surtout nous Antillais, de savoir. Donc, vous avez le site ANOM, les Archives nationales d'outre-mer. Donc c'est ANOM. ANOM, Archives nationales d'outre-mer. Sur Internet. Qui est sur Internet. Donc à partir du moment que la personne... Alors il faut déjà faire une première recherche dans la commune de sa naissance, à savoir au moins qui est son arrière-grand-mère ou grand-père. À partir de là, quand on a la ville de naissance, on peut faire des recherches sur Internet. Alors pour nous, là en Martinique, les arrière-grand-mères, ils sont... Même les Antillais de métropole. Oui, mais non, ce que je voulais dire, c'est que ça va poser des difficultés parce que c'est à partir de 1905 qu'on a des... Alors les informations sont mises en ligne pour certaines communes à partir de 1905. Donc avant, il faut aller à la mairie. Avant, il faut aller à la mairie parce qu'il faut, entre le site, entre la mise en ligne et l'information qui sort en mairie, attendre, enfin, ils attendent au moins 75 ans. C'est-à-dire qu'il faut que la personne soit décédée pour ne pas mettre des informations comme ça en ligne de quelqu'un de vivant. Voilà. Donc les informations qui sont mises en ligne, c'est que les personnes sont déjà décédées au moins depuis un certain nombre d'années. Donc on peut faire ces recherches-là et c'est très intéressant. Il y a des actes de mariage, des actes de décès. On peut faire le lien soi-même, on peut essayer par soi-même de faire, mais bon. Est-ce qu'après des examens qui sont les passages obligés comme le bac ou d'autres, est-ce que l'étude psychogénéalogique chez vous peut permettre à un enfant de faire un choix, le bon choix? Il peut, justement, en travaillant sur son géné-sociogramme, il peut se dire s'il est en fidélité familiale, s'il reste fidèle à sa famille, donc ses parents étaient médecins, chirurgiens, dentistes et autres, s'il est dans la médecine, et il peut savoir tout de suite s'il va être en lien ou pas avec la famille. Et s'il décide de casser ce lien? Alors, il peut décider, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il peut décider de faire le contraire de ce qu'a fait la famille, mais si le problème n'est pas réglé, l'enfant qui vient après reprendra la médecine. Je veux dire, est-ce qu'il a des risques d'échec? Non, pourquoi pas d'échec? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est ça qui est bon. C'est-à-dire que vous, à travers l'étude, vous allez lui proposer la meilleure solution. C'est faire son choix. Il y a, comme je vous parlais de l'intention au moment même pas au moment de la naissance, mais il y a l'intention aussi après, quand l'enfant commence, quand l'enfant veut
sort du lycée, les parents disent non, 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 moi je voudrais que tu sois psychologue, tu vas être psychologue. Eh ben non, j'ai pas envie. Non, 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 c'est mieux, tu vas gagner de l'argent, tu seras ci, tu seras ça. Bon, enfin, je donne un exemple comme ça. L'enfant va choisir parce que maman ou papa a voulu. Et il ne va pas se plaire dans le métier. Il ne va pas se sentir bien parce que ce n'est pas son choix. Là aussi, c'est le rêve des parents, mais pas le voilà, vous parliez tout à l'heure du piano, c'est le même système. On a envie que nos enfants fassent telle ou telle chose. Il peut aussi par le paraître quand même, pour dire mes enfants font des études, ma fille est ci, mon fils est cela. Non. Qu'est-ce qu'il a voulu faire depuis tout petit? Qu'est-ce qu'il désirait lui-même faire? Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Quand les personnes me disent qu'ils ne savent plus du tout où ils vont au niveau professionnel, la première chose que je pose comme question, quand vous étiez petit, qu'est-ce que vous vouliez faire? Parce que c'est là, quel était son rêve? Ah ben moi je voulais être pilote. Les rêves d'enfants pour vous sont les choses importantes. Parce que les parents, certains parents ont tendance à casser les rêves d'enfants. L'enfant qui va dire, par exemple, je vais être chanteur. Ah non, mais qui ça? Chanteur, c'est un métier. C'est un métier, chanteur. Non, 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 ça, en fait. Je ne veux pas de chanteur. Tu vas monter sur une scène, je veux dire. Non, troubadour. Non. Tu ne vas pas gagner ta vie en étant chanteur, non. Tu seras ce que moi j'aurais décidé. Et c'est là que le rêve d'enfant bascule. Et on voit quelques années plus tard qu'il revient. Il va faire, quand il aura pris conscience de ça, qu'il refait. S'il y arrive. S'il y arrive. Voilà. Parce que tout ça, c'est des programmations. Vous êtes en train de dire que nous sommes programmés. C'est incroyable cette histoire-là. Oui. Déprogrammés. C'est-à-dire que les gens ne se rencontrent jamais par hasard. Vous pensez que notre rencontre aujourd'hui n'est pas fortuite? Non. Vous deviez venir aujourd'hui parler de cela. Je pense que si vous m'avez contacté, peut-être que vous avez aussi des recherches, vous avez envie certainement de faire des recherches. Ah, mais ça me chatouille depuis un moment, c'est mais vous avez eu envie certainement de connaître un peu plus sur votre histoire. Parce que, comme je vous ai expliqué, vous êtes nutritionniste, vous arrivez en réparation, donc certains événements qui sont passés certainement avant, concernant l'alimentation. Donc peut-être vous avez besoin d'autres informations qui vous manquent peut-être pour... Alors vous pensez que si je suis nutritionniste, ou si c'est pas par hasard, que avant il y a eu des gens qui ont fait à peu près la même chose que moi, sinon non, la même chose. Alors ça peut être en rapport, c'est-à-dire que vous êtes nutritionniste parce que avant vous, il y a peut-être eu soit des enfants qui ont soit été mal alimentés, c'est-à-dire qu'ils sont décédés peut-être suite à une mauvaise alimentation. Je ne dis pas que ça soit vraiment le cas, mais en recherchant bien, dans votre histoire, vous trouvez. Donc je donne des réponses qui soient en rapport avec ça. Ou alors vous avez de la famille qui est déjà dans la médecine et vous, on vous demande, écoute, change de branche, mais toi, tu te parles, mais vous êtes toujours dans la médecine. D'accord. Donc si c'est une branche de médecine, on va penser, voilà, une médecine, donc vous allez tâter toutes les branches, mais en quelque part, vous allez toujours trouver ce problème de nourriture. Voilà, vous êtes dans cette branche-là pour régler peut-être un problème qui a été fait ailleurs. Ça peut être un cousin, ça peut être une cousine, ça peut être... voilà. Quand c'est important, on va chercher. Si c'est pas très important... Alors, mes deux enfants ne font pas du tout la médecine. J'ai deux neveux avec un père médecin qui ne sont pas du tout dans la médecine. Vous pensez que leurs enfants risquent de se retrouver dans le circuit? Parce que ça peut être pas forcément leurs enfants, mais la génération qui vient après. Parce que s'ils font le contraire de ce que vous avez fait, je parle de là si c'est pas quand les choses ne sont pas réglées. Donc à partir du moment qu'on règle, qu'on fait un travail. Qu'est-ce que vous appelez quand c'est pas réglé? Alors quand je dis faire un travail personnel sur soi, c'est-à-dire se déconnecter de cette filiation-là, c'est de se dire bon, moi j'ai plus envie de vivre la vie de mes ancêtres, j'ai envie de vivre ma vie à moi. J'ai plus envie d'être en fidélité, j'ai envie de vivre et de décider moi ce que j'ai envie de faire de ma vie. Alors, vous employez tout le temps ce mot fidélité. Être fidèle à sa famille, c'est faire l'exemple d'avant. Voilà, c'est l'exemple d'avant. C'est-à-dire, quelle que soit la situation, on va vouloir rester dans... je prends notre exemple, une femme qui
qui est battue et qui reste quand même avec son mari. Je peux lui dire, mais pourquoi tu restes? Si ça ne va pas, divorce. Mais qu'est-ce qu'elle donne en général comme raison, celles qui sont battues? Alors, non, mais ça va, il a demandé pardon, ça va mieux, il va changer. Et puis si je le laisse, est-ce qu'il va sortir tout seul? Ça ne va pas aller, non. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en recherchant bien, en travaillant sur son génie sociogramme, on va trouver que la maman, elle est peut-être restée mariée très longtemps, ça peut être l'inverse, hein, elle est très longtemps avec un homme où elle a subi, voilà, et la maman a transmis l'information, quoi qu'il arrive, tu tiens bon. Quoi qu'il arrive, tu tiens bon. Tu tiens bon. C'est ce qui était dit dans le temps, c'est-à-dire, ma fille, tu as déjà, tu ne travailles pas, tu as déjà une maison, tu as déjà des enfants, même si tu te bats de temps en temps. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire, tu restes. Parce qu'en fait, souvent, elle reste parce qu'elle ne travaille pas et qu'elle n'a aucun moyen de subsistance. Hein. Il y a aussi le fait d'être mariée. Parce que dans le temps, une femme qui n'était pas mariée, c'était vraiment très très mal vu. Donc le fait d'être mariée a une très très grande importance pour certaines personnes. Voilà, c'est sacré. Et on ne touche pas au sacré. Voilà. Fais ce que tu veux, mais reste mariée. J'ai rencontré des personnes, je vous dis ça, c'est vraiment terrible. Elles sont dans cette souffrance-là et elles restent là parce que... La peur de se retrouver seule aussi. Hein. Mais si la maman est encore vivante, elle est là en train de dire, oh, tu tiens bon, hein. Moi j'ai tenu, moi j'ai tenu, toi tu tiens. Hein. Parce que si elle n'est plus là, bon, elle peut peut-être plus savoir plus libre de pouvoir décider, mais si la maman est encore présente, mais non, je t'ai dit de tenir, parce que si tu divorces, tu te rends compte de ce que va dire cousin tel ou tonton tel, qui est à ton mariage il y a... Bon, je donne des exemples comme ça, mais bon, c'est la réalité. Hein. Mais oui, mais en Martinique, je reste persuadé que c'est fréquent, pas seulement en Martinique. Mais on parle de la Martinique, c'est parce que c'est là qu'on vit. Hein. Parce que ça fait partie de notre histoire. C'est ce qu'il y a eu avant. Vous savez qu'il y a des femmes pendant l'esclavage qui ont subi des viols ou toutes sortes de choses. Toutes sortes de sévices. Et c'était très mal considéré. Donc les hommes ne regardaient même plus cette personne-là. Donc ce qui n'est pas réglé, cette souffrance-là. Et pour ces messieurs, enfin, si on peut les appeler comme ça, qui battent les femmes, qu'est-ce qu'ils ont à régler? Alors, soit, qu'est-ce qu'ils ont réglé? Soit leur père était aussi violent, soit c'est le contraire. Hein. Ah bon? C'est la femme qui était... c'est lui qui était plus soumis, parce que ça arrive, hein, il y a des hommes qui subissent et qui n'en parlent pas. Ah, ils ne sont pas nombreux. Oui, il y en a quand même, ils n'en parlent pas. Donc ça peut être l'inverse. Ça peut être... C'est-à-dire qu'il prend la revanche de son père. Il peut prendre la revanche. Ça peut être une personne qui a vu... Ça peut être aussi pas forcément dans la chose, c'est dans la vie actuelle, hein, qui a vu sa mère se faire battre, et puis lui il va dire, bon ben, moi quand j'aurai une femme, eh ben, je ferai la même chose. Hein. Je ferai la même chose. Voilà. Donc il va reproduire ce qu'a fait son père. Hein. Ça peut pas forcément, on n'a pas besoin d'aller bien loin. Hein. Là, il va reproduire ce qu'a fait le père ou ce qu'a fait la mère, parce qu'il y a des femmes. Bon, il y en a moins, mais bon, ça arrive. Être dans la violence. Ouais, enfin, pour lui, c'est. Des hommes battus, c'est pas commun. Hein. C'est pas commun. Mais on va nous faire peur, vous n'allez pas entendre parler beaucoup. Oui, mais il y en a beaucoup qui souffrent, qui se taisent. Parce qu'ils ne peuvent pas certainement en parler, parce qu'ils n'ont pas trouvé peut-être... Non, mais je reste persuadé que ça existe, mais enfin, ils sont tellement minoritaires que... Parce que je dis tout ça, je suis en train de penser brusquement à la journée de la femme, le 8, c'est dimanche. Hein. Oui, oui c'est vrai. C'est vrai, et c'était juste un coucou pour dire qu'à Zouk TV, on pensait à vous, mesdames, si dimanche, l'émission va passer aussi dimanche. Hein. Oui. Donc, c'est pour nous l'occasion de vous dire combien nous sommes solidaires à Zouk TV avec les femmes, avec toutes les femmes du monde et avec les Martiniquaises, les Guadeloupéennes et Guyanaises en général. Voilà. C'était ce petit coucou-là. Merci. Est-ce que vous recevez beaucoup d'enfants? Est-ce qu'il y a des parents inquiets pour le devenir de leurs enfants? Comment ça se passe? Alors, beaucoup de parents inquiets pour l'avenir de leurs enfants, surtout
au niveau scolaire. Oui. Et quelquefois, ça ne se passe pas bien au niveau scolaire parce qu'il faut savoir que les personnes même qui sont eux-mêmes dans l'enseignement n'y arrivent plus. Voilà, il y a les problèmes, la crise, enfin tout ce qu'il y a en ce moment. Le programme qui n'est pas, quelquefois, on va pas s'étaler là-dessus, qui n'est pas adapté à l'enfant. Il y a aussi la communication entre parents et professeurs. Quand le professeur se rend compte qu'il y a eu tel ou tel souci, qu'il essaie d'échanger avec le parent, non mais qui ça, c'est mon enfant, je sais, c'est pas à vous de me dire. Ou quand on conseille à ses parents de faire de faire consulter leurs enfants, ils disent non, je ne vois pas quel problème que mon enfant a. Les enfants n'ont jamais de problème. Ah non, ce sont jamais les de enseignants problème. qui sont responsables. Donc il y a, pour vous donner un exemple, il y a un petit garçon qui par exemple arrive chez lui, et les parents ne savent même pas qu'il est rentré. Il arrive, il se met derrière son ordinateur. Il n'y a pas de communication. Non, parce qu'à ce moment-là, c'est 18h et maman regarde son feuilleton. Ouais. Voilà. Donc l'enfant se retrouve, il peut être en échec tout seul. Donc il y a des parents, ce que j'aime bien, il y a des parents qui prennent conscience que l'enfant a un problème. Alors ces parents-là, je les aide, parce que quelquefois c'est pas grand-chose, c'est juste que l'enfant qui a peut-être entendu qu'il y a eu un problème dans la famille. Mais souvent ça ne concerne pas l'enfant, mais ça concerne plutôt son entourage. Ouais, ça peut être très très vexant de découvrir un secret de façon indirecte, un secret de famille que personne oui, dont vous a jamais parlé. Ça m'est arrivé. Je crois que ça arrive dans toutes les familles à la Martinique. Ah oui, c'est choquant, c'est blessant, mais bon. C'est jamais plaisant peut-être de découvrir, mais je pense que c'est nécessaire, comme je vous ai expliqué, pour que les choses ne restent pas enfouies quelque part et ne blessent pas plus. Vous savez, je trouve que vous avez un super métier. Vous êtes au service des autres. Ah oui, vous les aidez à traverser des espaces inconnus, parce qu'il faut rechercher, savoir pourquoi et comment. Bravo, je suis très très heureux de vous avoir eu aujourd'hui avec nous. Alors, si vous aviez des ouvrages à proposer de lire, quels seraient-ils? Alors, les personnes qui veulent en savoir plus sur la généalogie, sur la psychogénéalogie, donc je vous ai donné le site ANOM, les personnes qui veulent faire des recherches sur leur famille. Ensuite, ils peuvent regarder sur YouTube Nos mémoires secrètes. Nos mémoires secrètes. Nos mémoires secrètes, qui est un reportage qui a été fait sur Anne-Ancelin Schulzenberger, qui est la créatrice de la psychogénéalogie. Et qui a écrit Aïe Aïe mes aïeux. Aïe voilà. mes aïeux. Vous avez des recherches qui est faites, que vous pouvez faire également sur vos prénoms, parce que dans un prénom, il y a énormément d'informations. Donc c'est la base. Je travaille également beaucoup sur les prénoms. Donc vous pouvez acheter le livre, l'un des livres que j'utilise et qui me semble le plus complet, c'est celui d'Annie Transvoez. Comment ça s'appelle? Annie Transvoez, la symbolique des prénoms. La symbolique des prénoms. Voilà. Donc dans un prénom, vous allez mettre par exemple dans Benoît. Ce prénom-là va vous indiquer que dans votre généalogie, vous avez alors Benoît, c'est... Vous avez bois à l'intérieur, bois, alors la boisson. Vous avez noix. Alors, est-ce que vous portez une mémoire d'enfant noyé? Donc, en recherchant si vous avez des peurs de l'eau ou des choses comme ça. On peut se noyer aussi dans l'alcool. On peut se noyer aussi dans l'alcool. Donc, vous voyez que dans un prénom, ça contient tout. Merci beaucoup. Marie-Claire Aline, d'avoir partagé ce moment avec nous. Je voudrais juste faire allusion à un livre qui a été écrit par Jung, qui s'appelle La synchronicité, qui n'est pas trop difficile. Jung, on dit que Jung est difficile à lire, peut-être, mais pas tous ses livres. Et il y a aussi un livre qui s'appelle Initiation à la lecture de Jung, qui est une merveille. C'est comme un petit roman, mais vraiment à la portée de tout le monde. Il va peut-être permettre de mieux comprendre ce qu'est la synchronicité. Et cette synchronicité, c'est tous ces événements qui se répètent dans une même famille. Par exemple, un cancer à 40 ans dans une famille, il y aura une fille après qui risque
C'est pas systématique. Il faut bien préciser que c'est pas forcément, mais, voilà, mais le risque est là. Voilà. Oui. Merci de nous avoir écoutés, regardez. À toutes ces femmes pour le dimanche 8, nous sommes avec vous. Vous venez chez nous à Zouk TV quand vous voulez. À très bientôt. Merci encore. Merci à vous, M. Jean-Marie. Au revoir. Au revoir.